mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc maintenant, on va démarrer par le premier chapitre 1. Donc le chapitre 1 contient la fonction holomorphe. Donc on va faire une petite définition sur les fonctions holomorphes. Donc c'est quoi les fonctions holomorphes? Donc ici on a une petite définition. Une fonction holomorphe est une fonction à valeur complexe. Ça veut dire que les valeurs de la fonction appartiennent à C. Et on va faire un rappel sur l'ensemble C. C'est quoi l'ensemble C? Je pense que vous avez déjà vu ça dans le terminal, dans le baccalauréat, c'est ça. Donc l'ensemble C, c'est écrit comme ça. Donc, couple AB appartiennent à R au carré, tel que cette écriture. Donc, toutes les écritures qui s'écrivent sous la forme de A plus IB sont des nombres complexes. Donc, on va revenir à la définition. Donc, une fonction holomorphe est une fonction à valeur complexe, donc définie et dérivable. C'est ça les conditions nécessaires. Définie et dérivable en tout point d'un sous-ensemble ouvert du plan complexe C. Ça veut dire qu'il est défini ou dérivable en tous les points qui appartiennent à sous-ensemble ou à un ensemble qui inclut dans l'ensemble C. C'est ça la définition. Donc la deuxième étape, c'est quoi? C'est comment montrer qu'une fonction est une fonction holomorphe. Donc on utilise la condition de Cauchy-Riemann. Donc on utilise ces conditions pour montrer que la fonction f est une fonction holomorphe. D'accord. Donc on a ici une petite définition aussi. Donc f est une fonction holomorphe ou dérivable dans C ou dérivable sur ou en un point qui appartient à C si la dérivée partielle de pxy par rapport à x égale la dérivée partielle de xy par rapport à y. Et ici, la dérivée partielle de px par rapport à y égale à moins la dérivée partielle de qxy par rapport à y. Bien sûr, avec f de xy égale à p de xy plus i qxy. Donc ici, c'est la partie réelle de la fonction f, et ça, c'est la partie imaginaire de fonction f. Donc f doit s'écrire sous la forme. Ça veut dire quand on a une fonction, on va l'écrire sous cette forme. Donc nous sommes obligés de déterminer la partie réelle et nous sommes obligés aussi de déterminer la partie imaginaire, et on va voir ça sur cet exemple. Donc on va faire un exemple pour bien comprendre. Donc on a f de z égale à l'exponentielle de z. Et on va montrer que l'exponentielle de z est holomorphe ou dérivable sur C. D'accord. Avec z égale à x plus y, c'est normal parce que z appartient à C. Donc puisque z appartient à C, on peut l'écrire sous la forme de x plus y. Avec x la partie réelle et y est la partie imaginaire. Voilà. Donc, exponentielle de z, on va remplacer z par sa expression. Donc, exponentielle de z égale à exponentielle de x plus y. Et on sait que exponentielle de x plus, ou exponentielle de x plus y égale à exponentielle x fois exponentielle y. Donc, égale à exponentielle x fois exponentielle y. Et on sait aussi que l'exponentielle de i θ égale à cosinus de θ plus i sinus θ. Donc je pense que vous avez su ça dans le programme de terminale sur le cours des nombres complexes, n'est-ce pas? Donc on va remplacer l'exponentielle de y par cosinus de y plus i sinus y. Donc ça fait combien? Ou ça fait quoi? Ça fait exponentielle de x cosinus y. On va développer ça par exponentielle x. Donc, ça fait exponentielle x cosinus y plus i exponentielle x sinus y. Donc, on a déterminé la partie réelle de la fonction f. C'est comme ça. Et on a aussi déterminé la partie imaginaire. Donc, ici, nous avons le droit de
d'utiliser la condition de Cauchy-Riemann. On n'a pas le droit d'utiliser la condition de Cauchy-Riemann ici. Parce qu'ici, l'écriture de f, ce n'est pas la même écriture que ça. Ici, il n'y a pas une partie réelle et une partie imaginaire. Mais ici, il y a une partie réelle et une partie imaginaire pour faire la dérivée et faire la comparaison entre eux. Voilà. Donc ça, pxy, la partie réelle, et ça, c'est la partie imaginaire. Donc, on fait comme ça. Donc, la dérivée partielle, et je pense que vous avez déjà fait ça dans le thermodynamique, je pense. Le chapitre 0, la différentielle. Vous faites la dérivée partielle. Donc, ça, c'est la dérivée partielle de P par rapport à X. Donc, les autres éléments sont considérés comme quoi? Comme des constantes. Donc, ici, sigma de Px égale sur sigma x égale à la dérivée partielle de Qxy par rapport à y. Ou sigma q sur sigma y. C'est la même chose. Donc, on va faire la dérivée ici. Donc, qu'on voit ici par rapport à x, ça veut dire le seul variable qui existe dans cette expression, c'est x. Et y ici se considère comme constante. Donc, comme constante, on va faire ça partir et il reste combien? Il reste la dérivée de l'exponentielle x. Donc, ça fait quoi? Ça fait exponentielle de cosinus y. Donc, la dérivée partielle de exponentielle x cosinus y par rapport à x, c'est l'exponentielle x. Et on sait que la dérivée de l'exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc, ça fait ça. Et quand on fait la dérivée de exponentielle x sinus x, ça fait aussi, par rapport à y, ça fait aussi exponentielle x. Exponentielle x cosinus y. Donc, viens venir ici. Viens voir ici. Donc, ici, on a l'exponentielle x sinus y. On va faire la dérivée par rapport à y. Donc, exponentielle x se considère constante. Donc, on fait la dérivée directement sur sinus y. Donc, ça fait la dérivée de sinus y, c'est cosinus de y. Donc, la dérivée de q par rapport à y, ça fait aussi exponentielle x cosinus y. Donc, la deuxième condition, c'est la dérivée de p de x par rapport à y égale à moins dérivée partielle de qxy par rapport à y. Donc, on va faire la dérivée. Donc, ici, dérivée partielle de exponentielle x cosinus y par rapport à y. Ici, le seul variable qui existe, c'est y. Le x se considère aussi comme constante. Donc, on va faire sortir de exponentielle x parce qu'elle est constante et on va faire la dérivée de cosinus directement. La dérivée de cosinus de y, c'est moins sinus y. Donc, moins sinus y qui multiplie exponentielle de x, ça fait moins exponentielle x sinus y. Donc, ici, si on va faire la dérivée partielle de qxy par rapport à y, on obtient exponentielle x sinus de y. Donc, c'est comme ça. Donc, qxy est égal à exponentielle x sinus y. Donc, on va faire sortir de l'exponentielle x et reste la dérivée de sinus y par rapport à y. Donc, égal à exponentielle de x. La dérivée de sinus, c'est le cosinus. Donc, les conditions de Cauchy-Riemann se réalisent. Donc, on a la dérivée de px par rapport à x égale à la dérivée de qxy par rapport à y. Et la dérivée de pxy par rapport à y égale à moins la dérivée de qxy par rapport à x. Donc, les conditions de Cauchy-Riemann se réalisent. Du coup, la fonction f ou la fonction exponentielle de z est une fonction holomorphe. Donc, comme ça. Donc, la fonction f est une fonction holomorphe.
O dérivable sur C, O dérivable en tout point de l'ensemble ou du plan complexe C.